Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Gaël Brustier. Bonjour monsieur. Bonjour. Gaël Brustier, vous êtes politologue et vous publiez cet ouvrage « Les analphabètes au pouvoir » aux éditions du CERF, à retrouver sur la boutique de TV Liberté, comme d'habitude. Alors, Gaël Brustier, avec le terrorisme, la crise Covid, la guerre en Ukraine, la reprise du conflit israélo-palestinien, vous commencez votre ouvrage en vous demandant si nous vivons à la fin du monde. Jamais ce thème n'a occupé autant de temps dans nos vies. Dites-vous, comment vous expliquez ce sentiment d'apocalypse ? La puissance du politique, d'abord, fait que le sens en fait de l'histoire, le sens de la politique disparaît chaque jour au profit d'imprécations de type apocalyptique qui consiste à dire que la fin du monde vient. Et ce qui est très curieux d'ailleurs aujourd'hui en France, c'est que les journaux télévisés passent leur temps à expliquer que nous vivons la fin du monde, que le climat la fin d'un monde peut-être. Alors, voilà, ça c'est les dominicains de la Sainte-Baume qui avaient dit fin du monde ou fin d'un monde l'été dernier, ce qui est une vraie question. Ce qu'on voit tous les jours au journal télévisé, de manière très prosaïque, c'est la juxtaposition, en fait, d'annonces totalement catastrophistes sur dans 10 ans, ce sera le Sahara au milieu de la Creuse, on va tous mourir, etc., etc., avec une succession d'énonciations de danger. Par exemple, les sucettes choupa-choup sont dangereuses, etc., etc. Tous les produits de consommation deviennent dangereux. Et des choses tout à fait futiles, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu autant de reportages, par exemple, sur les chefs étoilés, avec la crêpe Suzette, comme j'ai dit dans le bouquin, réinventée, revisitée. Donc on a un pays qui est totalement perdu d'un point de vue de l'histoire, qui ne sait pas se projeter dans l'avenir, et qui en plus, par l'effondrement de son système éducatif et de son système culturel, ne sait plus quel est son passé. Et donc, sans passé, on n'a pas d'avenir, disait Trotsky d'ailleurs, mais l'avenir se résume tout simplement à dire dans 150 ans, les glaciers auront fondu, La Rochelle sera sous les eaux, etc., etc. Donc le catastrophisme est de mise, mais la politique, c'est-à-dire l'art de rendre possible ce qui est souhaitable pour un peuple, d'anticiper à long terme, mais long terme à échelle d'homme, comme disait, à long terme on est tous morts, mais le long terme à échelle d'un homme c'est 30 ans en vérité. On est incapable d'avoir un homme politique qui propose, qui avance un projet, une analyse, une critique de la France telle qu'elle est pour la projeter dans 30 ans. Alors vous proposez le modèle d'un homme, on en parlera d'ailleurs à la fin de cet entretien, et vous dites que des fragilités et des vulnérabilités ont été mises au 2e, voire au 3e plan du débat médiatique. C'est quoi ces crises qui sont pour vous occultées par cette fin du monde ? Oh, il y en a beaucoup. On voit nos pays, je discutais avec une amie qui est médecin à Philadelphie et une autre qui est à Québec, et on discutait tous les trois hier sur le système de santé. Nous avons des systèmes de santé dans le monde occidental, et dramatiquement en France, parce que c'était un exemple et que nous étions en avance sur beaucoup de pays, qui est en train de s'effondrer. Donc ça, c'est une question. Le pouvoir politique n'y répond que de manière comptable, par des mesures administratives, alors que en fait, c'est d'abord un combat culturel. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un médecin ? Est-ce que les médecins ont la vocation ? Et tout le système de sélection aujourd'hui se fait contre en fait la vocation médicale et passe beaucoup de temps à sélectionner des gens très pointus sur les mathématiques, mais absolument pas pointus sur l'empathie et la considération sur l'humain. Donc ça, c'est un des aspects. L'autre aspect que je cite dans le livre, parce qu'il me semble très important, et je pense que dans le quartier ici, comme absolument dans tous les quartiers de Paris, mais aussi à Lyon, mais partout en fait, même dans les territoires ruraux, la Haute-Marne, etc., c'est le problème des stupéfiants. C'est-à-dire que nous avons un problème qui est que nous vivons le match retour, aujourd'hui, des guerres de l'opium.
Vous savez, les Chinois, ils n'ont pas oublié ce qu'on leur a fait. Et aujourd'hui, on voit très bien aux États-Unis. Les États-Unis, chaque année, c'est 2 guerres du Vietnam sur la tranche 16-45 ans qui décèdent d'overdose. Ouais, alors vous dénoncez la crise des opioïdes qui sévit aux États-Unis. Oui, le fentanyl de rue, mais on peut, si vous voulez, vous avez 2000 molécules inventées par an. Sur ces 2000 molécules, il y en a une qui sera reine et qui fera des dégâts. C'est une sélection quasiment naturelle, en fait, entre les molécules. Il y en a une qui va matcher et puis vous allez avoir des dégâts. En France, vous avez une consommation de stupéfiants qui défie l'entendement. On voit... C'est la baisse des prix de la cocaïne. La baisse des prix est assez modérée, d'ailleurs. La cocaïne, c'est du double au simple. Pas totalement. Si j'en crois Alain Bauer, non, pas totalement. Par contre, il y a le substitutif à l'héroïne qui se. L'héroïne ne se substitue pas vraiment à la cocaïne. L'héroïne, justement, le Subutex se substitue à l'héroïne, mais la cocaïne n'a pas, en fait, de substitut. Par contre, ce qu'on voit très bien, c'est l'avalanche, en fait, de drogues de synthèse et le modèle vers lequel on va, c'est Breaking Bad. C'est des micro-laboratoires qui vont inonder le marché. En fait, nous sommes une civilisation faible. C'est-à-dire que nous avons des gens qui ont besoin de se shooter parce que par déception, et puis on organise les salles de shoot, les pouvoirs publics. Alors les salles de shoot, c'est autre chose. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les salles de shoot, Vous pensez que les hommes politiques, ils éludent le problème de ces drogues, ou alors justement qu'ils essayent de l'accompagner, mais dans le mauvais sens, quoi? Je pense que les hommes politiques n'ont pas envie d'aborder le problème. Quand ils l'abordent mal. Exemple, ils se bornent au cannabis. Si vous habitez Montreuil, que vous allez à une fête, tout le monde fume du cannabis, il faut être très honnête. Maintenant, les salles de shoot, ce qu'on appelle les salles de shoot, c'est essayer de récupérer des gens qui sont en dérive totale avec un point de chute. On appelle ça salle de shoot. Moi, je l'appellerais pas salle de shoot, j'appellerais ça point relais ou essayer de fixer. En fait, vous avez des grands addicts, des grands malades qui ont besoin d'avoir la parole de quelqu'un qui les aide à sortir de ce système. Or, on n'a plus de psychiatres. La vérité, c'est qu'on a très peu de travailleurs sociaux formés à ça, on a très peu de psychiatres, on a très peu d'infirmiers psychiatriques. On est en train de mentir à tout le monde. Nous n'avons, comme pour l'Ukraine, pas les moyens aujourd'hui de mener cette guerre. Parce que l'État, parce que les gouvernements successifs ont cassé la psychiatrie publique et n'ont pas voulu voir les problèmes. Et que, au fond, on avait quelque temps, il y avait ce monsieur Gérard Fauré qui disait officiellement qu'il dealait de la drogue au président Chirac. Il n'y a pas longtemps, il y a une députée RN qui dit on a l'impression que le président français consomme des substances psychotropes, ça serait bien qu'il arrête parce qu'il va nous emmener dans la Troisième Guerre mondiale. Ça, je sais pas. Fauré dit des choses qui sont amusantes. Mais quand on travaille sur le sujet... Personne n'a attaqué en diffamation. Personne n'a attaqué en diffamation, ça vaut pas la peine. Mais il dit des choses, bon, c'est assez amusant quand on a une insomnie d'écouter Fauré. Mais c'est pas sérieux. Il y a probablement un peu de vrai, mais il y a 90% de faux. L'automobile club où Fauré se rendait pour aller rencontrer Chirac et lui livrer... Bon, enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas été ami de Chirac, donc j'ai jamais vu prendre de la cocaïne. On va continuer. vous dites, voilà, on a un sentiment de perte de maîtrise de l'avenir. Est-ce que vous pensez que les médias ont un rôle là-dedans? Évidemment. Le problème du système médiatique, moi, je suis abonné à un grand journal du soir qui me parle de la NBA, des transferts de médias à médias, de M. Bruce Toussaint, etc., et qui font des papiers tout à fait light sur ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Italie, etc., etc. Donc, on est propulsé dans un système où une info en chasse une autre, une info en vaut une autre. Donc, il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus de hiérarchie de l'information. Vous prenez le journal de France 2 à midi, que je regarde de temps en temps quand même. Le chef étoilé de Périgueux,
est à égalité avec la dernière déclaration du ministre de la Défense russe. Et encore quand ils en parlent, du ministre de la Défense russe. Donc il y a un vrai problème de hiérarchisation des sujets qui fait qu'on a complètement perdu ce qu'était la perspective historique, c'est-à-dire d'où on vient et où on va. Et ça sert à rien de prospecter sur ce qui va se passer dans 150 ans si les glaciers du Mont Blanc auront fondu ou quoi. Ce qui compte, c'est dans 30 ans et de donner les moyens à ceux qui seront là dans 30 ans de poursuivre l'aventure qui est la nation française. Le reste, c'est des spéculations qui seront... c'est de la science-fiction. En fait, nous vivons dans une atmosphère de science-fiction médiatique combinée, je vous dis, à des recettes de cuisine, etc., etc. Le système médiatique est quand même assez fourni en stupidité à diffuser, quoi. Alors vous dénoncez aussi l'impact durable que la crise du Covid a eu sur notre société. Quels sont les stigmates que cela a laissés ? Il y en a beaucoup. D'abord, je crois que fondamentalement, ce qui a été quasiment un crime, c'est les restrictions sur les obsèques. Que nos anciens meurent d'une maladie, c'est pas la première fois dans l'histoire. Toute famille y est préparée. Que on restreigne à ce point les obsèques était quelque chose d'épouvantable et qui a été épouvantablement vécu par une grande partie des familles des familles. Heureusement que beaucoup de prêtres d'ailleurs ont un peu enfreint les choses de manière à ce que les proches et les moins proches puissent assister à ces obsèques. La seconde chose, c'est le césarisme sanitaire, c'est-à-dire que cette espèce de feuille qu'on remplissait quand on allait promener son chien, en plus des dénonciations de voisins, parce qu'il faut quand même savoir que beaucoup de Français ont quand même dénoncé leurs voisins qui allaient trop souvent promener son chien au commissariat en demandant rétribution d'ailleurs. Il faut quand même le savoir, les commissaires de police peuvent emporter... Donc ça c'est quand même très, très douloureux. Il y a une chose qui est très, très claire, c'est que nous sommes une société qui n'accepte pas la mort. Et que le fait que cette société n'accepte pas la mort a conduit les gouvernements d'un certain nombre de pays occidentaux à congeler leur pays par peur d'avoir un mort supplémentaire. Mais il est probable que si on avait eu un discours acceptant la mort, c'était très douloureux pour beaucoup de familles, perdu un certain nombre d'amis du Covid, mais si le deuil institutionnel par les églises, etc., les synagogues, avait été autorisé, il est probable que ça serait passé de manière plus douce, quoi. Et vous dites aussi, dans un domaine plus politique, qu'on ne peut résumer un régime à son aspect constitutionnel ni au fonctionnement de ses institutions. Alors qu'est-ce que vous pensez de la République à la sauce Macron ? Emmanuel Macron a été investi par tous les groupes participant au régime depuis les années 70. Vous trouvez des baristes, des rocardiens, des chiraciens, des sarkozystes, vous trouvez absolument tout. C'est le bazar de l'hôtel de ville version politique. Mais il était là pour relancer le régime. Ma thèse, c'est qu'il en est le syndic de faillite. Et que donc il gère, et on le voit très bien sur l'agriculture. On ne peut pas non plus accuser Macron d'être responsable de la situation du monde agricole. Le vrai grand responsable dans la Ve République de la situation du monde agricole s'appelle Jacques Chirac. Il ne répondra plus de ses actes. Mais Macron est un syndic de faillite. C'est-à-dire que... C'est cette fuite en avant, c'est cette possibilité qu'il envoie des hommes en Ukraine, c'est... c'est pas le syndic de faillite, c'est la psychologie. Après moi, Déluge, quoi. Alors ça, je dois dire que cette information m'a sidéré et je n'arrive pas à l'analyser encore. J'ai l'impression qu'il est à la fois syndic de faillite... Là, mais...
il y a un double problème, en fait, entre Emmanuel Macron et le peuple français, c'est qu'il a un problème psychologique avec le peuple français, qu'on connaît et qu'on voit et qu'on constate, et le peuple français a un autre problème psychologique qui consiste à refuser et réfuter systématiquement, in odium auctoris, comme dirait l'Église, en horreur de l'auteur, toutes les propositions de Macron. Maintenant, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est en train d'expliquer, on ne sait pas par quelle bizarrerie intellectuelle, géopolitique, psychologique ou quoi, d'expliquer qu'on va envoyer des troupes dans les plaines d'Ukraine où se sont perdus quand même un certain nombre d'armées avant nous, avec des contingents français qui sont quand même assez réduits, puisqu'on a réduit l'armée française à très peu de choses. Donc il y a un vrai questionnement sur sa ligne politique, et surtout sur sa ligne politique étrangère, qui est tout à fait erratique, et qui est dangereuse tellement elle est imprédictible. On peut pas dire demain quelle sera la déclaration d'Emmanuel Macron. C'est ça qui est le danger, en fait. Pas simplement électoral, mais aussi d'un point de vue diplomatique. Enfin, ce vide existentiel et spirituel de nos dirigeants, comment vous l'expliquez ? Il y a la formation, en fait, il y a la formation universitaire, etc., qui compte. Ensuite, les partis politiques ont muté. Moi, j'ai vu arriver en 2012 un certain nombre de jeunes conseillers dans les cabinets du quinquennat Hollande. Donc, j'avais pas remarqué qu'ils aient beaucoup de livres chez eux, ni qu'ils aient fait beaucoup de textes, ni qu'ils aient beaucoup réfléchi à l'idéologie, aux rapports de forces mondiaux, à la vision du monde, etc. Donc, on a une espèce de décrépitude, un déclin, en fait, de l'intelligence en politique, qui n'est pas du fait de Macron, mais qui est bien antérieur. Les gens de droite me disent, sous Sarkozy, c'était pareil. Bon, je sais pas, j'ai pas beaucoup fréquenté les cabinets Sarkozy, mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose comme ça. Et vous dites que malgré les attaques dont elle est victime, l'Église a une histoire, une mémoire et une perspective à proposer. C'est quoi la perspective de l'Église aujourd'hui ? La doctrine sociale de l'Église, c'est la dernière internationale. Donc, si vous lisez les évangiles, si vous voyez la répartition des catholiques dans le monde, il y a plus de 16 millions de plus de croyants par rapport à il y a 3 ans. Donc c'est la dernière internationale en dynamique. Elle est peut-être pas en dynamique en France, mais quand on est catholique, on se préoccupe pas que de la France, on s'en occupe beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Et que donc c'est une institution qui sur le plan mondial a beaucoup de choses à dire. Tout le monde, beaucoup de catholiques français disent du mal du pape François. D'abord, de quel droit ? Parce qu'en fait, quand on est catholique, moi, j'ai jamais dit du mal de Jean-Paul II ni de Benoît XVI. Hein. Donc, je suis assez étonné que d'autres s'autorisent à dire du mal du pape François. Un pape est un pape et on le respecte. Mais il a fait le critiquer. Quand il dit que le vaccin est un acte d'amour, quand il dit qu'il faut accueillir toute la misère du monde, je veux dire, il a de la place quand même dans le Vatican. Le pape François, il peut accueillir du monde, il peut commencer par lui-même. Sur les migrations, je crois qu'il a raison. Mais en même temps, c'est le pape. Il est à la tête de l'Église catholique. Quelqu'un qui est à la tête d'un pouvoir temporel. J'ai l'impression qu'il est à la tête d'un pouvoir temporel et il se prend un peu pour un homme politique. Non. Il cherche le salut des âmes à dire qu'il faut accueillir... C'est un Argentin. Oui, c'est un homme de gauche. Les Argentins, il y a plein de mecs de droite. Même les mecs de gauche sont à droite en Argentine. Non, il a raison sur un point. Bien traiter les migrants. Moi, j'ai toujours, ce que j'essaye d'expliquer à mes amis catholiques, la ligne qu'on devrait avoir, c'est ces gens, vous les récupérez d'un bateau, ils ont traversé les océans, ils deviennent cinglés dans la rue quand ils sont ici, vous les collez dans un abri, vous traitez le sujet, vous leur prenez un billet d'avion s'ils doivent pas rester, puis voilà. Mais il faut traiter les gens humainement. Renvoyer les gens dans leur pays n'exclut pas que pendant le temps où vous instruisez leur dossier,
Vous les traitez mal. Ah mais non, mais il n'est pas question de traiter qui que ce soit mal. Non, mais avant tout, je pense que c'est les Français qu'on traite mal, vous voyez. Non, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. La position de la gauche est très simple, c'est de dire laissez-les rentrer. Moi, je vais dans le 19e arrondissement. Dans le 19e arrondissement, vous avez quantité de gens qui sont sûrement des braves gens à l'origine dans leur pays 6 mois plus tôt, qui ont traversé des océans, mais qui finissent par se défoncer au crack. Oui, parce que en fait, les sectes sénégalaises qui sont à la tête des cuisines de crack les nourrissent au crack. Mais dans le 19e arrondissement, qui sont les députés? Ce sont des députés LFI. Pourquoi Madame Obono? Pourquoi Monsieur Coquerel? Pourquoi Monsieur Ami des Animaux, là, l'ancien journaliste, ne parle jamais de ces sujets-là? D'abord, ce sont des gens qui s'autodétruisent. Et moi, je défie quelqu'un de les croiser dans la rue à 23h quand ils se sont défoncés au crack. L'écologie, elle est d'abord humaine? C'est d'abord l'homme au centre de la nature. Moi, je fais référence à un Il y en a qui rêvent d'une nature sans homme, parce que l'homme serait le responsable de tous les maux. Oui, il y a une thèse selon laquelle il faudrait que la moitié de l'humanité disparaisse. Un artiste d'extrême gauche qui m'a expliqué qu'il faut que la moitié de l'humanité disparaisse. Au moins, il y en a d'autres et plus. Je lui dis, tu t'es pris une cuite avec Himmler. Donc il n'était pas content. Mais il y a l'homme au centre de la nature, c'est l'admiration de la nature. Vous avez des gens qui vous parlent de la nature sans vivre dans la nature. Je sais pas, moi. Oui, les écologistes en général, ils vivent pas près d'une ferme, ils vivent à Paris et ils ont jamais mis une paire de bottes, quoi. Oui, bon, moi de temps en temps, j'ai un chevreuil dans mon jardin, des hérissons. Donc je vis au milieu des petites bêtes, dans les bois. Mais ces gens-là ne vivent pas dans la nature. Ils savent pas ce que c'est que la nature. Un jour, je suis tombé sur une énarque qui était amie de M. Ganzer, qui s'occupait de biodiversité. Je lui dis, mais vous avez déjà nourri un hérisson? Elle m'a ri au nez. J'ai dit, non, ça commence par là, quoi. Il ne faut pas connaître la nature pour avoir l'idée d'installer des éoliennes dans les champs, quoi. Pour avoir l'idée de foutre ces semelles en béton armé qui mesurent, je ne sais pas, 15 mètres de diamètre. Je pense qu'il faut discerner. Il y a des endroits, honnêtement, où... Non mais ça sert à rien les éoliennes, quoi. Je veux dire, on a le nucléaire. Mais ça sert à quoi c'est complètement idéologique, c'est du délire, quoi. Oui, je suis ni fan des éoliennes, bien qu'il y en ait qui a été fabriqué au Creusot, ni hostile. Elles sont plutôt souvent construites en Chine, hein, les éoliennes. Il y avait une très bonne usine au Creusot, mais je crois qu'il a fermé d'ailleurs. Mais oui, faut discerner. Vous avez des espaces en France où il n'y a pas de paysage. Moi, je traverse la Lyon. Je ne vais pas faire de mal aux gens de Lyon, mais où il y a plein d'éoliennes, il n'y a personne. Ah oui, non, mais c'est toujours chez les autres, les éoliennes, ou comme les prisons. Non, mais si vous en mettez à côté de Chenonceau, évidemment, c'est quand même craignos. J'aimerais qu'on termine notre entretien, Gaël Brustier, avec le modèle de cet homme que vous érigez. C'est François Leclerc du Tremblay. Il était appelé le père Joseph. C'était le premier conseiller du cardinal de Richelieu. Quel enseignement est-ce qu'on peut tirer de cet homme? C'est l'anti-carrière. Du Tremblay, alias le père Joseph, est un capucin. Les capucins sont des gens, sont des religieux dont le charisme, comme on dit dans l'Église, c'est le service. Et le père Joseph, c'était le service de la France auprès du cardinal de Richelieu. C'était la vie auprès des pauvres, puisqu'il marchait pieds nus et il dormait sur une paillasse. Mais il allait négocier avec les princes rhénans. C'était un homme d'abord extrêmement politique, pétri de culture. Après, il y a une histoire, la légende noire du père Joseph, à laquelle il ne faut pas croire. Et il faut se pencher davantage sur son rôle d'éminence grise, sa passion pour la France, son mysticisme, puisque c'est un grand mystique. Pour être bien heureux d'ailleurs, Marco d'Aviano, qui était une espèce d'alter ego à 2 décennies d'écart en Autriche, est bien heureux. Et il a soulevé les Viennois contre l'avancée des Turcs. Il y a d'ailleurs sa statue dans la crypte des Capucins.
Et d'ailleurs, Hubert Védrine m'a confié que François Mitterrand l'avait entraîné un jour dans la crypte des Capucins à Vienne et qu'il connaissait tous les tombeaux. Mais je crois que c'est vraiment ce type de figure qui fait croire que au plus profond de notre histoire, il y a eu des gens qui ont fait une œuvre d'abnégation pour la nation, la foi. Pour la nation et la foi. De manière séparée, mais qui les enjeux, quoi. Oui. L'art de discerner les enjeux. Oui, oui. Les Capucins aujourd'hui sont des gens qui sont très discrets, mais comme ils sont sur 5 continents, ils sont 10 000 dans le monde, vous en apprenez autant, beaucoup plus, en discutant avec quelques-uns d'entre eux sur ce qui se passe dans le sud de l'Inde, qu'en lisant tous les exemplaires du Monde diplomatique ou du Monde. Donc ce sont des gens très intéressants, dont la discrétion et l'abnégation sont les marques de fabrique. Gens formidables, que je conseille à chacun d'aller rencontrer. Les analphabètes au pouvoir aux éditions du Cerf sur la boutique de TVL. Merci à vous, monsieur. Merci.